Bonjour, mon nom est Magali Sartre. J'ai été dirigeante dans de grandes multinationales pendant une vingtaine d'années, dans des fonctions de communication, affaires publiques, RSE, au service des CEO de ces entreprises. Et aujourd'hui, depuis maintenant à peu près 2 ans, je fais la même chose, mais cette fois-ci en indépendante. Donc je continue à travailler avec des dirigeants, avec maintenant une touche plus engagée encore sur la transition écologique et humaine. Et ma particularité, c'est que j'ai fait des études de philosophie. Comment peut-on comprendre l'éthique dans le cadre de dirigeants d'entreprise? Alors l'éthique, c'est un sujet assez complexe pour les dirigeants d'entreprise, puisque aujourd'hui, c'est un petit peu devenu une injonction extérieure à soi. Il faudrait avoir géré la parité homme-femme dans l'entreprise. Il faudrait démontrer que l'on prend en considération toutes les différences. Il faudrait prouver que l'on traite bien nos prestataires, nos fournisseurs. Et finalement, en faisant ça, en prenant le sujet de cette manière-là, on passe à côté de la véritable origine de ce qu'est l'éthique, qui est plutôt un chemin pour soi, un chemin à l'intérieur de soi, et que c'est à partir de ce chemin-là, c'est ce que nous disait Aristote, qu'on va être capable d'aller vers les autres et d'avoir un rapport au monde différent. Donc un chemin intérieur pour aller vers l'extérieur finalement, plutôt que l'inverse. Exactement. En fait, on a complètement retourné les choses, mais là encore, si on suit Aristote, on doit tendre à la vertu. Et la vertu, c'est vraiment quelque chose qui part de l'intérieur de nous-mêmes et qui va nous demander d'être au plus près de la personne que l'on est. Alors, quel profil psychologique a souvent le dirigeant et de quoi a-t-il eu besoin pour arriver là où il en est? Alors, je serais bien prétentieuse de dire en fait quel est le profil psychologique type du dirigeant, puisqu'en fait, évidemment, nous sommes des êtres complexes. La réalité dans laquelle nous évoluons est complexe. Il n'y a pas un profil type. Pour autant, il y a certains ressorts psychologiques qu'on va retrouver assez souvent chez les dirigeants. Il y a cette envie de dépassement de soi, il y a cette ambition, il y a parfois l'envie aussi de prouver aux autres quelque chose, de prouver qu'on est quelqu'un de respectable, qu'on est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qu'on est quelqu'un d'entreprenant. Ça, on va souvent le retrouver et ça vient assez généralement de certains mécanismes qu'on a mis en place dans l'enfance et on dit souvent qu'ils viennent de failles narcissiques. C'est-à-dire, peut-être j'ai pas été assez considérée, j'ai pas été assez écoutée, j'ai pas trouvé ma place dans la fratrie, j'ai pas trouvé ma place dans l'école, ou bien dans ma famille on valorisait le fait de dominer ou de réussir, etc. Donc tout simplement, à partir de certaines failles ou fragilités, on va vouloir se construire et s'inscrire dans des schémas qui sont des schémas de succès, tels que la société dans laquelle on vit nous les enseigne. Alors, on va aborder des notions un peu plus complexes et psychologiques pour comprendre ce que tu dis. Est-ce que tu peux nous expliquer les concepts de faux self et de vrai self? D'accord, très bien. Alors, le faux self, ça veut dire quoi en français? C'est un faux soi. Un faux soi, ça veut dire qu'on avancerait finalement un peu avec un masque qui n'est pas nous-mêmes. Alors pourquoi on fait ça? On va se dire, bah non, moi je ne fais pas ça. Il n'y a aucun d'entre nous peut-être là ne se sentirait concerné. Pourtant, on a tous un peu tendance à le faire. On fait ça parce qu'on a le souci d'être accepté, on a le souci d'être aimé, on a le souci d'être validé par le regard des autres. Et du coup, parfois ça va si loin que finalement on va un petit peu se détacher de nous-mêmes. On va essayer de s'inscrire dans des schémas de réussite et petit à petit on va un petit peu se perdre en route. Alors le faux self, c'est une sorte de version de nous-mêmes qui est un peu un personnage qui très souvent va être aimable, va réussir, va gagner beaucoup d'argent, va avoir beaucoup de succès sur les critères qu'on évoquait sociaux. Mais finalement, parfois, ça ne nous correspond pas du tout. Dans le fond, on peut aimer être au calme, on peut aimer la solitude, on peut aimer être beaucoup dehors et très peu dans le bureau. Et comme on se coupe de ça,
et qu'on avance dans notre personnage qui nous semble plus acceptable, peut-être plus aimable, eh bien on se coupe petit à petit de soi. Ça, c'est un faux self. Et ça crée de la souffrance psychique et, in fine, de la souffrance physique. Et est-ce qu'à un moment, ce faux self, qui va s'entretenir au fur et à mesure des années potentiellement, va pas devenir tout ce que l'on est, c'est-à-dire qu'on oublie complètement ce qu'on voulait peut-être intérieurement? On peut, tu as raison, s'enferrer dans notre personnage social, dans notre faux self. Évidemment, on ne s'en rend pas compte. Pour autant, notre corps, lui, se rappelle à nous. C'est-à-dire notre être profond, celui qui peut-être aime le calme, la solitude, être à l'extérieur, lui, il va se rappeler à nous et ça va souvent être sous la forme de manifestations qu'on appelle psychocorporelles. Et on a nombre de personnes autour de nous qui se plaignent de maux de dos récurrents, de douleurs dans les lombaires, de douleurs dans les trapèzes, qui se plaignent d'une dégradation de leur état physique. Et c'est incompréhensible puisqu'ils réussissent tout. On dit souvent ils ont tout pour être heureux. Alors pourquoi cette dégradation physique? Pourquoi ces douleurs récurrentes? Eh bien tout simplement parce que le corps s'exprime. 80% de ce que l'on vit dans la journée provient du corps. Ce sont des informations neurosensorielles. Et il n'y a que 20% en fait qui vient du cerveau vers le corps. Ça veut dire que quand on se coupe vraiment de ces ressentis, c'est-à-dire j'ai besoin de calme par exemple, eh bien on se coupe de 80% de soi tous les jours, à longueur de temps. Évidemment, à un moment donné, le corps commence à se manifester, à dire moi j'existe, je continue à ressentir, même si tu ne le prends pas en considération. Donc toutes les douleurs, donc le sentiment de tension permanente, parfois l'impression d'être jamais à la bonne place. Il y a des personnes qui ont peur d'être trop gentilles et de se faire bouffer, d'autres qui ont peur d'être trop méchants et du coup d'être rejetés. Donc ils ont du mal à trouver en fait la juste posture au travail. Quand on est leader, on a souvent des grosses équipes et on a un peu ces deux peurs-là. Et tant qu'on n'est pas en équilibre, tant qu'on n'arrive pas à être aligné à l'intérieur, à être pleinement nous-mêmes, ça veut dire de vivre vraiment qui on est aussi bien dans notre corps que dans notre tête, eh bien on va jamais être dans la bonne posture avec les autres. Trop dur ou trop gentil. En tout cas, c'est le ressenti qu'on peut avoir à l'intérieur. Et est-ce que le burn-out fait partie des symptômes que tu évoques? Tout à fait. Alors, le burn-out va souvent arriver quand on a, comme disaient les anciens, trop tiré sur la corde. On a trop tiré sur la corde. On a, par exemple, malgré nos besoins, passé de 6 h du matin à 10 h derrière un bureau, en étant tout le temps assis. On a forcé parfois des relations avec des personnes qui sont toxiques pour nous parce qu'on ne voulait pas lâcher, parce qu'on ne voulait pas perdre le contrôle de la situation. On s'est forcé beaucoup pour rester dans ce qu'on imaginait notre schéma de réussite. On s'est tellement déconnecté de nous-mêmes qu'à un moment donné, ça craque. On n'y arrive plus. Plus rien n'a de saveur pour nous. Plus rien n'a de sens. Et donc là, il y a une grande souffrance, aussi bien physique que psychique. Dans le gros burn-out, on n'arrive même plus à se lever. On est vraiment dans cet état de dépossession complète du plaisir de vivre. On n'est plus là. On est dans la survie. Donc le gros burn-out et en tout cas ce qu'on appelle la dissociation, quand on est trop parti dans notre personnage social, ça crée vraiment cette sensation de survie. J'ai plus de plaisir. Je fais les choses parce que je dois les faire. Et ça, c'est épuisant. Quel est le risque s'il n'y a aucun travail d'introspection et d'accès au vrai self pour le dirigeant finalement? Alors la difficulté pour le dirigeant, c'est que souvent, s'il va trop loin, s'il ne s'en rend pas compte, déjà il va vraiment abîmer sa santé. On le sait aujourd'hui, le stress chronique et récurrent va vraiment être un facteur d'accélération de la dégénérescence cellulaire. La dégénérescence cellulaire, elle va avoir un impact direct sur la dégénérescence de nos organes et de notre corps. On dit souvent tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'est pas arrivé à exprimer, des émotions qu'on ressentait dans les différentes situations, à force de prendre sur soi, va s'imprimer dans notre corps, va abîmer notre corps.
Donc je dirais que peut-être une des premières raisons d'essayer de se changer pour un dirigeant, c'est déjà de prendre en considération notre corps et son vieillissement. Arriver à vieillir de la meilleure manière possible, sans douleur, sans souffrance, sans s'abîmer. Et puis l'autre raison qui est très importante, je pense, pour un dirigeant, on parle beaucoup d'exemplarité aujourd'hui. Quand on prend soin de soi, quand on se met à l'équilibre à l'intérieur, on va être bon pour les autres. Par effet de halo, sans même le vouloir, on va créer plus d'équilibre autour de nous. On va créer plus d'équilibre pour nos proches, pour les salariés et même au-delà. On va incarner quelque chose de plus calme et de plus serein, de plus pondéré. Quelle voie pour accéder à ce vrai self dont on parle, qui est souvent resté coincé dans son enfance? Alors, accéder à son vrai self, c'est pas quelque chose, je pense, qu'on peut faire tout seul. Pour autant, il y a plein de manières de le faire. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir le faire, par exemple, par de la thérapie. Et là encore, c'est très vaste, hein, la thérapie. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont le faire par le biais du coaching. D'autres personnes qui vont le faire par le biais du coaching sportif. Il y en a qui vont vraiment se rapprocher d'un sportif ou autre qui peut les aider à faire ce chemin-là. Ce qui est important, c'est d'avoir un sparring partner qui a fait ce chemin-là. Donc ça peut être aussi un dirigeant qui a déjà fait ce chemin-là dans sa tête. Ce qui est important, c'est de trouver quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qui sait de quoi on parle, quelqu'un qui ne va pas juger et quelqu'un qui a expérimenté que finalement c'est un chemin. J'évoquais Aristote au début. Aristote, pour lui, donc être éthique, c'est être vertueux. Et être vertueux, c'est pas quelque chose de stratosphérique, c'est pas des concepts, c'est vraiment la manière dont on vit chacune de nos journées. Pour lui, être vertueux, c'est l'accumulation de petits efforts qu'on va faire pour faire les choses autrement, qui va nous permettre de ressentir en fait ce fait d'être vertueux. Donc c'est pas du tout quelque chose de très éloigné du quotidien, c'est pas quelque chose dans les hautes sphères, très perché, c'est vraiment dans le quotidien de la vie. On va, on dit aujourd'hui, pivoter, c'est faire les choses un tout petit peu différemment grâce au conseil de quelqu'un qui va nous aider à voir les choses différemment. Alors tu cites souvent le livre La deuxième montagne. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors c'est un livre très intéressant d'un éditorialiste du New York Times qui s'appelle David Brooks. Et je trouve le livre très intéressant parce que c'est quelqu'un qui a extrêmement bien réussi socialement. Ça a été vraiment un éditorialiste très en vogue dans New York Times, qui est quand même vraiment une référence mondiale. Et cet homme-là a tout réussi. C'est-à-dire il a fait fortune, il a été célèbre, il a fondé une famille. Donc il dit, j'ai gravi ma première montagne à ce moment-là. Sauf qu'à un moment donné, accident de la vie, et patatras, il se rend compte qu'il redescend. Il redescend sa montagne et là il est en bas et il vit vraiment un petit peu peut-être ce sentiment de burn-out, c'est-à-dire finalement j'ai tout réussi mais je me sens très insatisfait, la vie n'a pas de saveur finalement, oui je coche toutes les cases quelque part mais il y a quelque chose qui ne va pas, je sens bien que je ne suis pas apaisée, je suis même grognon, je peux même être acariâtre avec mes proches, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, à force d'y réfléchir, il a commencé petit à petit à s'ouvrir, à aller vers des gens différents de ceux qu'il fréquentait auparavant, d'aller s'intéresser à des toutes petites choses et pas à des grandes histoires, à des grands personnages. Il a commencé à réapprendre à vivre en admirant ou en ressentant de la gratitude pour des toutes petites choses, comme peut-être le chant d'un oiseau, une main qui se pose sur la main, etc., la main de ses enfants. Il n'a plus été dans une espèce de surenchère de choses à faire, mais il s'est dit, je vais me mettre à vivre. Et là, pour lui, commence la deuxième montagne à gravir. C'est-à-dire qu'il dit, il y a une première montagne qu'on doit gravir, qui est celle un peu du succès social, du succès financier, du succès de réputation personnelle. Mais finalement, elle est importante, mais elle n'est pas satisfaisante, elle n'est pas suffisante. Et il faut absolument, à un moment donné dans notre vie, partir, gravir la deuxième montagne. Et celle-là, c'est la montagne de l'authenticité, c'est la montagne de l'altérité.
Je ne fais plus les choses pour peut-être nourrir ma propre réussite, mais nourrir celle des autres. Et c'est une montagne aussi de spiritualité, quel que soit ce que l'on met derrière. C'est pas forcément religieux, mais c'est vraiment ce travail d'introspection, ce travail de mieux ressentir son être au monde. Alors je parlais tout à l'heure de moments où on est dans la survie. Gravir cette deuxième montagne, c'est vraiment commencer à vivre et c'est arrêter de faire pour commencer à être. Tu nous parles également beaucoup de l'accès à la nature, qui est un facteur important de retour à soi. Pourquoi et comment? Alors l'accès à la nature, effectivement, est quelque chose d'essentiel. Et là, je ne parle pas tellement justement de spiritualité ou de vœux pieux qui diraient il faut retourner à la nature. On a des études très intéressantes aujourd'hui qui démontrent, là encore juste pour la santé, que passer 40 minutes dans la forêt a un effet sur le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui est quand même assez spectaculaire. Alors nos amis japonais le font depuis très longtemps, ils sont vraiment à l'origine des bains de forêt. Il y avait des images qui circulaient beaucoup, notamment au début des années 2000, on voit des gens qui serrent des arbres, etc. Ça peut sembler farfelu, peut-être parfois, parce que les dirigeants ils ont autre chose à faire, on va dire qu'aller câliner des arbres. Et pourtant, on sait qu'aujourd'hui, il y a des bénéfices de ce temps passé dans la forêt qui sont assez spectaculaires sur la santé. Donc finalement, il vaut mieux aller passer un peu de temps dans la forêt parfois que faire des heures de méditation ou de yoga quand on n'est pas vraiment connecté. On sait que simplement la présence des arbres, les sons de la forêt, etc. vont avoir un impact sur la santé. Il ne faut jamais oublier qu'on est, nous, Homo sapiens sapiens, des animaux, et que comme les autres animaux, on a été conçus par l'évolution au fil du temps pour être les plus adaptés possibles, les plus en symbiose possible avec la nature. C'est ça vraiment l'essence d'un animal et d'un mammifère comme nous le sommes. Et il faut pas oublier ça. Oui, nous sommes des êtres qui pensons, comme le disait Descartes, qui a vraiment une grande importance dans la culture française notamment, mais nous sommes avant tout des êtres qui sentons. Je le disais plus tôt, 80% de la journée on sent, 20% on est dans le cerveau analyse et envoie des infos au corps. Donc cette nature-là, elle est essentielle. Se connecter à la nature, c'est revenir finalement aux fondamentaux de ce qu'est au niveau psychocorporel l'être humain. Ça, c'est très important. Et puis, on se rend compte surtout que le manque de nature, qui a été beaucoup théorisé par un monsieur qui s'appelle Richard Louv, le déficit de nature commence à avoir de très grosses conséquences sur nos enfants. Donc évidemment, ça en a sur les adultes, je l'évoquais, mais ça a vraiment très grosses conséquences sur les enfants, notamment au niveau neurodéveloppemental. Ne pas toucher la terre, ne pas toucher les arbres, ne pas avoir de contact avec le vivant autour de nous, eh bien, ça va créer du stress neurologique. Et puis surtout, ça crée un nouveau problème qui est comment se battre pour cet environnement dont nous avons besoin les humains si les enfants ne le connaissent pas ou en ont peur. Combien d'enfants aujourd'hui ont peur des insectes, trouvent que la terre c'est sale, les vers de terre c'est dégoûtant, etc. Eh bien ça c'est assez dramatique parce que si on a cette vision-là d'une menace quand on est dans la nature, on ne peut pas la défendre. Et on est bien d'accord qu'on a plus besoin de la nature qu'elle n'a besoin de nous. Notre espèce a besoin de la nature. On est intimement connecté à la nature et retrouver ça, retrouver ce plaisir-là, l'apprendre à nos enfants, c'est un vrai vecteur d'apaisement et d'équilibre à l'intérieur. Donc, si je reviens aux dirigeants, les dirigeants vraiment gagneraient à passer le plus de temps possible à l'extérieur. Et quand je dis être à l'extérieur, c'est pas juste marcher en pensant au tableau Excel qu'on n'a pas fini, au PowerPoint qu'il faut faire, etc. C'est vraiment prendre le temps d'écouter, de sentir, de voir, de toucher, en se disant, déjà rien qu'en faisant ça, j'apaise mon système nerveux. Tu cites également le livre de Gabor Maté, Quand le corps dit non. En quoi le corps est une voie royale pour retourner à son vrai self, à son vrai soi? Alors le corps finalement, quand on lui redonne sa place, nous permet d'être, alors dans ce qu'on lit dans beaucoup de magazines, d'être dans l'instant présent. Le mental nous éloigne de l'instant présent. Le mental nous pousse à être toujours dans des ruminations sur le passé
ou bien sur le futur. On n'est jamais ici et maintenant. Hein. Et ce que Gabor Maté démontre dans ce livre, qui s'appelle « Quand le corps dit non », c'est que ça va avoir de grosses conséquences en fait physiologiques, psychiques bien sûr, mais physiologiques aussi. Et il s'appuie sur tout un tas d'études récentes pour démontrer que l'enjeu de se reconnecter à soi, c'est pas tellement finalement d'être cool, méditer, faire du yoga, etc. L'enjeu de se reconnecter à soi, c'est un enjeu physique, physiologique, et c'est aussi un enjeu d'équilibre personnel. C'est-à-dire que finalement, par cette reconnexion, et je trouve ça intéressant en tant que dirigeant, au lieu d'être dans l'hypervigilance tout le temps, on va arriver à s'inscrire dans un niveau de vigilance et de présence à soi. Alors moi, j'ai été dirigeante très longtemps avec une charge mentale pas possible et il m'est arrivé de très nombreuses fois d'oublier le truc essentiel du style, oui, j'avais pensé à tous les dossiers, les PowerPoint, j'étais nickel pour le boulot, mais j'avais oublié mes clés dans la maison et j'avais claqué la porte. Voilà, je pense que d'autres connaîtront ce genre de petits problèmes. Donc voilà, on fait beaucoup de choses, on n'est plus et le corps se manifeste et la vigilance baisse énormément. Donc l'hypervigilance, c'est la survie, la vigilance, c'est l'équilibre et c'est la présence à soi. Et en tant que dirigeant, d'incarner la vigilance plutôt que le contrôle et l'hypervigilance, alors ça, je trouve que c'est extrêmement puissant. Et pour l'avoir pratiqué, être passé de quelqu'un, je pense, d'hyperactif, hyper connecté sur toutes les balles, dans l'hyper-contrôle et tout, à quelqu'un aujourd'hui qui est dans la vigilance, mais qui est sur les mêmes fonctions, les mêmes métiers, le même type de conseil aux dirigeants, je pense que je suis beaucoup plus pertinente aujourd'hui. Évidemment, je ne m'en rendais pas compte. J'avais l'impression de tout contrôler, de tout maîtriser et que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques phrases ce qui t'arrive à toi ? Alors, ce qui m'est arrivé à moi, c'est une prise de conscience dans mon dernier grand poste salarié qui était chez Danone. Alors, j'étais directrice de la communication au niveau mondial et je me suis rendu compte de plusieurs petites choses qui ne collaient pas dans ma vie. Par exemple, je voyageais partout dans le monde et il m'arrivait souvent dans les aéroports de me dire mais finalement là mes enfants me manquent, j'aimerais mieux être avec eux. Et puis je voyageais et en même temps je voulais qu'on défende la question du climat, du carbone, etc. Donc je me sentais pas très cohérente non plus là-dessus. Et puis c'est toutes ces petites choses mises bout à bout qui m'ont donné le sentiment que finalement le problème était peut-être pas tellement ce que je faisais, mais comment je le faisais, ou le type de vie qui allait avec ce que je faisais. Donc, par passion aussi de la psychologie, ça m'a amené à me questionner beaucoup. Et j'ai commencé un travail d'introspection, et qui, j'avoue, n'est toujours pas fini, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est rechercher cette vertu dont je parlais dans la bouche d'Aristote, c'est l'alignement, vraiment l'alignement de soi. Alors voilà, j'ai décidé de changer de vie il y a 2 ans, et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de continuer en fait à être peut-être aussi bonne dans ce que je fais, mais en étant une personne plus alignée, une meilleure personne pour moi et pour les autres. Donc j'ai arrêté de m'abîmer, j'ai arrêté de me surmener, j'ai arrêté d'être sur toutes les balles, mais je pense que je suis sur les bonnes aujourd'hui et donc je me sens beaucoup plus alignée. Alors, est-ce qu'il y a des risques à retrouver son vrai self ? Est-ce qu'on peut changer de personnalité par exemple ? Alors, si tu m'avais demandé ça il y a des années, j'aurais dit je suis très performante comme je suis. D'ailleurs, la preuve, j'ai gravi les échelons, je suis incontestée dans ce que je fais. J'aurais sûrement estimé que changer pour être plus apaisée, alors ça aurait vraiment voulu dire devenir faible, être moins sérieuse, moins crédible, etc. C'est l'image que j'en avais. Je suis une battante, je suis sur toutes les balles, je ne me laisse pas faire, etc. Ça, c'était le bon modèle. Chercher à être alignée, non, j'aurais dit non, là, là, je vais redescendre, quoi. Ça, c'est pas du tout dans la croissance, quoi. Bon, je me trompais complètement et j'espère vraiment arriver à partager ce message. Je me trompais complètement parce que, en fait, plus on est aligné, plus on cherche à se connaître, meilleur on est. Alors, meilleur, certes en tant que personne, mais même dans ce qu'on fait, on est beaucoup plus pertinent. Donc, est-ce qu'il y a des risques de se perdre ? Non, vraiment, et ça, je peux en témoigner.
On ne se perd pas, on reste la même personne, simplement on s'écoute. Alors je te donne des exemples très concrets parce que je pense qu'il en faut. Dans mon métier précédent, je pense qu'à peu près 4 soirées sur 7 dans ma semaine, j'étais dans des cocktails, dans des soirées professionnelles, etc. Parce que j'avais peur de perdre mon réseau, j'avais peur de disparaître, voilà. Donc je me forçais à faire ça. En réalité, quand j'ai commencé à m'écouter vraiment, je me suis rendu compte que ce que j'aime le plus le soir, après ma journée de travail, c'est être au calme. Donc je peux faire des cocktails, mais pas trop. Et la différence, c'est que je le fais aujourd'hui et quand je le fais, comme c'est choisi, que c'est serein, etc., j'ai une qualité d'écoute aux personnes que je rencontre dans les cocktails qui n'a rien à voir. Donc, au lieu de papillonner à faire beaucoup, je fais peu, mais je suis très alignée, très présente à l'autre quand je le fais. Donc ça, c'est pour donner un exemple concret, mais c'est une grosse différence. Et voilà, il y a cette relation à l'autre, si tu veux, qui change énormément à partir du moment où toi, tu t'écoutes. J'ai remarqué aussi que je ne peux pas enchaîner les rendez-vous dans la journée comme je le faisais de 8h du matin à 19h avec une toute petite pause pour déjeuner. J'ai besoin de sas de calme. Bon, avant, j'en tenais absolument pas compte. Maintenant que j'ai mis ces petits sas de calme dans mes journées, j'ai ces petits moments de présence à moi où je vais, par exemple, faire un thé, marcher dehors ou autre. Quand je reviens travailler au bureau, je suis hyper performante. C'est-à-dire que là, le texte que je devais écrire ou ce que je devais préparer, peut-être pour un client, alors là, ça va être vraiment très précis, très bon, très, très centré. Avant, comme j'enchaînais, je pense que la qualité cérébrale n'était pas la même. Et mon besoin, c'était ça. D'autres personnes, au contraire, vont se ressourcer dans l'échange, en parlant avec beaucoup de gens, etc. On est tous différents. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller vers cette vérité de soi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et la bonne question, c'est toujours de se dire, qu'est-ce qui me fait du bien et qui m'apaise? Et je prends un exemple qu'un grand professeur qui s'appelle Michel Chitecat, qui est un grand professeur, voilà, qui est un très grand psychiatre, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets un petit peu d'énergie personnelle. Il disait beaucoup, finalement, une des questions essentielles, c'est vous rentrez chez vous le soir, c'est le jour de votre anniversaire, et votre conjoint a préparé une énorme fête avec 60 personnes. Est-ce que vraiment profondément au fond de vous, vous sentez « Ouah, génial, quelle surprise fantastique !» ou est-ce que vous vous dites « Oh mince, c'est le dernier truc dont j'avais envie ce soir. » Voilà. Là déjà, vous vous rapprochez de vous-même, vous vous écoutez. Vous êtes dans la vérité. Vous n'êtes pas dans « Il faut que je sois heureux ou heureuse quand on fait une fête à 60 personnes. » C'est peut-être pas ça pour vous. Et c'est quand on commence à écouter ce genre de choses qu'on arrive à être vraiment au plus près de soi. La vérité, elle est dans les ressentis neurosensoriels. Elle n'est pas dans ce que notre cerveau nous dicte qui devrait être bien ou ce que la société nous laisse à penser comme c'est le bon comportement. Mais quand on a des très grandes responsabilités et qu'on a été habitué à travailler énormément, à faire tout ce que tu faisais, etc., comment aussi on affronte, entre guillemets, le regard des autres? Est-ce qu'on ne va pas paraître désinvesti de ses missions? Enfin, c'est pas facile aussi dans une société qui en demande toujours plus. Tu as tout à fait raison et je parlais un peu plus tôt de cette difficulté à pas être trop proche, trop sympa, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont moins dans l'équilibre et qui vont en profiter. Il ne faut pas être trop froid, trop distant, parce qu'on peut faire souffrir les gens dans notre équipe. Et il n'y a pas de solution miracle. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on est dans la vérité de soi, plus on est capable d'exprimer ses besoins, donc ça nécessite déjà de les connaître, mais plus on est capable de dire à son équipe, écoutez, je prends un petit quart d'heure toute seule, j'ai besoin de calme pour réfléchir avant notre réunion. Plus on est capable d'exprimer ça, plus on va montrer aux autres comment faire pour être bien, pour pas se mettre à hurler, pour pas être tout à coup très froid, etc. Ça, on le fait parce qu'on est un peu en surchauffe. Dans les journées où on se nie totalement et où on est tout le temps en train de faire des choses, j'aime bien prendre l'image de on est en train d'appuyer sur l'accélérateur et en même temps on tire le frein à main. C'est-à-dire que notre cerveau nous force à faire plein de choses, une injonction à faire,
Et en même temps, tout notre corps nous dit « Non, c'est pas ta bonne place, c'est pas là où tu devrais être, c'est pas comme ça qu'il faudrait que tu fasses. » Donc on est dans une injonction paradoxale qui fait que, par exemple, le soir, on va rentrer à la maison, voir nos enfants, notre conjoint et tout, et on va se décharger, on va être impatient, on va être insatisfait, on va avoir l'impression que rien ne va à la maison, parce qu'on a pris sur soi toute la journée. Donc je pense que voilà, faire ce travail sur soi, ça n'affaiblit pas notre autorité, ça n'affaiblit pas, au contraire même, j'ai envie de dire, la présence qu'on va avoir auprès de nos équipes, auprès des dirigeants avec lesquels ou pour lesquels on travaille. Au contraire, on va être dans la juste vigilance, on va être dans la juste présence, mais tout ça sous-entend qu'on se connaisse, sous-entend qu'on connaisse nos besoins, parce qu'on ne peut pas les exprimer aux autres tant qu'on n'a pas pris le temps de les identifier. Enfin, si tu devais prodiguer un conseil, ou plusieurs, aux dirigeants qui sentent cet appel en eux sans savoir vraiment comment faire, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Alors, je pense qu'on est nombreux, les dirigeants, à sentir cet appel-là. C'est-à-dire qu'on est très nombreux à penser par moments, comme ça m'arrivait, je le dis assez cru, mais il m'est arrivé de me dire « si tu continues comme ça, tu vas crever ». Il m'est arrivé de penser ça, tellement j'étais en surchauffe. Ou ce sentiment de ne pas être à la bonne place, ou ce sentiment de pas être sûr de bien décider, parce que finalement, on ne sait pas trop si on doit s'appuyer sur ce que les gens attendent, ou sur ce qu'on ressent soi, etc. Donc, j'ai envie de dire, il y a urgence à s'écouter quand on ressent ça. Et comment bien le faire ? C'est vraiment en allant chercher, comme je disais, quelqu'un en qui on a confiance. Et il faut prendre le temps, peut-être faire un peu un benchmark. Une fois, quelqu'un m'a dit, voilà, il avait une relation exceptionnelle avec son podologue. Et son podologue, oui, c'était vraiment un patron d'une très grande entreprise, et son podologue, avec qui il arrivait à avoir ces discussions-là, l'a vraiment aidé, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui avait déjà fait un chemin et qui voilà, était peut-être assez dans l'équilibre, dans la vertu, dans une forme de sagesse, de distanciation, l'a aidé. Ça peut commencer comme ça. Et puis finalement, on se rend compte que se faire aider en discutant avec quelqu'un, c'est pas honteux. Ça veut pas dire qu'on est faible, ça veut pas dire qu'on est dans l'échec, ça veut pas dire qu'on n'est pas un gagnant, etc. C'est simplement que on a parfois besoin dans la vie de pouvoir partager nos ressentis, partager nos émotions avec quelqu'un qui n'est pas de la famille, qui n'est pas le DRH de la boîte ou autre, quelqu'un d'extérieur qui a un autre regard, mais qui a déjà fait ce chemin, ce lent chemin vers soi. Et finalement, j'ai envie de dire, cherchez quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous pouvez benchmarker, vous pouvez essayer un thérapeute, essayer peut-être quelqu'un en qui vous avez confiance, un coach ou autre. Essayez un petit peu, voilà, benchmarker, et quand vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui ça le fait, avec qui vous pouvez dire tout ce qui vous passe par la tête, même les trucs les plus moches, eh bien, ça y est, vous êtes sur le chemin et vous avez trouvé le sparring partner. Et puis parfois, on fait un bout de chemin avec quelqu'un et après, on passe à quelqu'un d'autre. Ce qui est important, c'est de se dire que ça prend du temps de se changer, ça prend du temps d'être à l'équilibre et que c'est pas grave et que c'est magnifique même de se dire toute ma vie, je vais évoluer, toute ma vie, je vais changer, je vais faire ce chemin, je vais gravir ma deuxième montagne pour aller vers le plus d'équilibre personnel. Et là, on le fait pour sa santé, on le fait pour son bien-être psychique et on le fait pour les autres. C'est vraiment presque un cadeau pour soi et pour le monde que de se dire « je vais en tant que dirigeant rester un super dirigeant, mais même encore mieux ». Merci beaucoup Magali. Merci.